Bonsoir. Donc je vais très brièvement présenter Anouche Ganjipour qui est ici et que j'ai connu grâce à David Rabouin, que certains d'entre vous ont vu, qui était venu faire des trucs pour nous ici même. Alors, en effet, David avait pensé que c'était vraiment quelqu'un avec qui on devait travailler. Donc, bon, on a mis un peu de temps, mais ça y est. Hein. Voilà. Donc, il a très aimablement accepté de venir intervenir dans notre séminaire d'Antiquité Monde. Alors, je vais le situer. Donc, Anouche est post-doctorant au Centre d'études sociologiques et politiques Raymond Aron de l'EHESS. Et il dirige un programme de recherche au Collège international de philosophie sous le titre de devenir pour la philosophie grecque, l'être et la subjectivité entre la philosophie orientale et la philosophie moderne. Il a donc fait une thèse qu'il a publiée en 2014 qui s'appelle « Le réel et la fiction, essai de poétique comparée, Hermann ». Moi j'ai lu un résumé, ça a l'air vraiment bien, mais je n'ai pas encore vu. Mais je crois que ça nous intéresserait beaucoup. Et son second ouvrage est à paraître en 2019. Il s'intitulera « Pasteur et Léviathan, de l'ambivalence théologico-politique de l'islam au seuil ». Là, le mystère reste entier, mais tout. Donc, ça va, parfait. Je laisse la parole. Voilà. Bon, merci beaucoup Florence et Pierre-Antoine pour cette invitation. Je suis très heureux d'être parmi vous, d'autant plus que, comme Florence vient de le dire, c'est une thématique et surtout une approche qui me tient à corps. Et je reste toujours, même si je change un petit peu de thématique, je reste toujours sur la même ligne et je continue à travailler à partir de la pensée grecque, mais surtout en ce qui concerne son devenir dans la tradition islamique. Alors aujourd'hui, je vais vous proposer pas un seul, mais deux dépaysements. Le premier, c'est d'aller vers la tradition islamique, et le deuxième, c'est un peu regarder du côté des philosophes et dans la pensée politique pour voir comment l'héritage grec a irriguer toute la pensée politique, mais plus généralement la pensée métaphysique en islam. Pour commencer, je vais vous raconter une anecdote en fait, pour vous montrer l'intérêt à première vue complètement étrange de ce que je vais vous proposer. On est en 1978. Quelques mois avant la révolution islamique en Iran, Khomeini, le guide de la révolution islamique, est ici en France. Et comme la révolution a déjà déclenché, les commentateurs, les journalistes et les observateurs européens s'inquiètent pour ce phénomène complètement inconnu qui s'appelle la révolution islamique et le projet de Khomeini qui est la République islamique. Donc il y a un journaliste du Monde qui va voir Khomeini pour lui interroger là-dessus et il lui demande « Qu'est-ce que vous entendez par la République ?» Il dit « La République au sens où vous entendez vous les Européens aussi. » Bon, depuis, on s'est rendu compte que ce n'était pas tout à fait le cas et il a été accusé, je crois, en partie en raison d'être d'avoir caché ce qui était l'essence de son projet politique, surtout avec le désastre qu'on a vu après. Mais simplement, on n'a pas su, en fait, on a un peu ignoré que Khomeini était tout d'abord un philosophe de la philosophie islamique. Il ne connaissait pas la politique moderne, il ignorait pour une grande partie peut-être le sens moderne et français de la République, mais n'empêche qu'en tant que philosophe, il avait pendant toute sa vie et toute sa carrière, il avait enseigné la République de Platon. Quand il parlait de la République, dans ses oreilles, la République sonnait la République de Platon. Et en fait, quand vous êtes comme moi, vous êtes né sous la Révolution, vous avez passé toute votre vie et jeunesse sous la République islamique en Iran, la première fois que vous ouvrez la République de Platon, vous avez un effet très étrange. Vous dites,
chrétien, j'ai vécu ça, je connais. Et c'est vrai parce que, en fait, le modèle de la République islamique en Iran ressemble beaucoup à ce qu'est la République de Platon, avec des modalités complètement différentes que, justement, je vous propose de voir aujourd'hui. Alors, voyons quels ont été les... Qu'est-ce que Khomeini entendait en fait par là? Comment il avait reçu la République de Platon à l'intérieur et à travers toute une tradition de la pensée qui est la pensée islamique. Et donc, remontons un peu l'histoire pour arriver au début de ce qu'on appelle le mouvement de la traduction, le mouvement que vous connaissez tous, à travers lequel nous avons la réception, la récupération de tout l'héritage grec par les musulmans. Il faut d'abord voir quel était l'intérêt de la philosophie grecque, de la métaphysique. Quand je dis de la philosophie grecque, je parle au sens large du terme, après je vais vous expliquer. Il faut savoir que dans l'héritage grec, la littérature grecque est quasiment absente dans cette réception. Il n'y a pas de littérature, mais on va voir que n'empêche qu'il y a toute une lignée de commentateurs qui se sont intéressés à la poétique d'Aristote, et justement c'était l'un des textes les plus importants dans le corpus aristotélicien pour la tradition islamique. Mais à part cela, justement, il faut voir comment la tradition islamique a choisi ce corpus, comment il a remanié, reformulé et redéfini ce corpus. Et là, comme je vous ai donné dans la présentation, des remarques de Léo Strauss peuvent nous aider pour mieux comprendre la logique qui a présidé à cette sélection. C'est-à-dire que pour des penseurs musulmans, il faut savoir que la religion, tout d'abord, consiste non pas comme le christianisme en une série de dogmes, mais tout d'abord en un corpus de la loi. Donc la religion islamique comme le judaïsme, Léo Strauss faisait remarquer, contrairement au christianisme, est une religion axée sur la loi. Et du coup, la rencontre avec la tradition grecque était une rencontre qui se traduisait dans le terme suivant. On a besoin d'une philosophie, non pas comme les chrétiens, une philosophie de la religion. L'héritage grec ne vient pas nous donner des éléments d'une philosophie de la religion, mais une philosophie qui est d'emblée et de part en part une philosophie politique. D'où l'intérêt pour Platon, la présence massive des textes de Platon, surtout la République et encore davantage les lois, vous voyez, mais aussi les absences, quelques absences significatives. Les musulmans n'ont rien à faire avec la politique d'Aristote. La politique d'Aristote est complètement absente, et contrairement à la tradition chrétienne. Là, on voit quelque chose entre les deux assez intéressant. Les musulmans s'intéressent immédiatement à la poétique qui reste absente dans la réception médiévale de l'héritage grec, jusqu'à une époque assez avancée. En revanche, alors que la politique d'Aristote est présente dans la tradition occidentale, et elle reste complètement ignorée, marginalisée dans la tradition philosophique et de la philosophie politique de l'islam. Alors, regardons un peu ce qui était le corpus traduit dans la tradition islamique. Vous savez que le mouvement de la traduction commence assez tôt. Ça devient vraiment un mouvement important à partir du moment charnière entre le 8e et le 9e siècle. Le premier cercle important, c'est autour du premier philosophe justement de la tradition islamique qui est Al-Kindi, et c'est la liste des ouvrages traduits par ce cercle. Plusieurs ouvrages ont été traduits en collaboration avec Al-Kindi lui-même. Et j'attire votre attention sur les deux ouvrages que j'ai soulignés.
La théologie d'Aristote est le livre du bien pur. Pourquoi? Parce que dans la rencontre avec la philosophie grecque, l'ensemble de l'appareil théorique d'Aristote a une importance cruciale pour les musulmans. Ils ont besoin d'un dispositif métaphysique aussi logique. La rhétorique, la poétique. La rhétorique et la poétique ont une place un peu particulière. J'ai consacré une bonne partie de mon premier ouvrage à l'étude justement de la réception de la poétique, l'intérêt pour la poétique, l'intérêt qui est directement lié à la nature même de la révélation islamique. Vous savez que le miracle de Mahomet est son livre même, c'est-à-dire le Coran est révélé, ou disons écrit dans un langage si riche qu'il a été considéré dès le début comme le miracle même de Mahomet. D'où l'intérêt pour la poétique et la rhétorique, et aussi en partie la grammaire grecque. Toutes ces sciences du langage, si je puis dire, venaient étayer en quelque sorte les études, la tradition qui se développait à partir du texte même de la révélation. Alors, dans la réception d'Aristote, il y a un point qui est extrêmement étrange pour les musulmans. Pourquoi ce philosophe si intelligent, si brillant, a écrit un ouvrage magnifique sur la métaphysique, mais la partie consacrée à l'être, à l'étang l'étang suprême, l'étang le plus parfait, à savoir Dieu, pourquoi ce chapitre est complètement marginal? Le livre Landa ne représente pas du tout l'intérêt véritable que les musulmans avaient pour la question de Dieu. Il y a des anecdotes assez intéressantes. Vous savez, Avicenne a écrit une biographie, une autobiographie en quelque sorte, et il raconte qu'il a tout lu, il a commencé par les sciences les plus basses, c'est-à-dire la médecine, etc. Il arrive à la science parfaite et sublime qui est la métaphysique. Il commence à lire l'ouvrage important sur la métaphysique qui est la métaphysique d'Aristote. Il le lit, je cite, 40 fois, mais il ne comprend pas pourquoi ce type il a écrit cet ouvrage. Et il dit, j'ai appris par cœur, sans comprendre l'intérêt de cet ouvrage, à tel point que je me suis dit, bon, cette science qu'on appelle la science métaphysique, finalement, c'est une science infondée. Laissons tomber. Jusqu'au jour où il rencontre un petit fascicule de Farabi, il comprend quel est le problème. Le problème est que pourquoi cet ouvrage qui est consacré au problème de l'être en tant qu'être parle de toutes les catégories des étangs, mais au moment même où il faut parler du but même de la métaphysique, c'est-à-dire la connaissance de l'étang suprême, il referme immédiatement ce chapitre, c'est-à-dire simplement un traitement complètement insuffisant qui est le livre Landa. Pourquoi je vous raconte tout cela? Parce que les musulmans ont trouvé une solution. Une solution pour cela, c'était inventer une théologie d'Aristote. Une théologie qui n'a jamais existé, mais qui a en fait été l'ouvrage constitutif de toute la tradition islamique. C'est quoi cet ouvrage? Comme vous voyez ici, c'est une sélection des Énéades 4, 5 et 6 de Plotin. Et c'est très intéressant parce que certains chercheurs traditionnellement ont considéré que c'est dû à l'ignorance des musulmans d'appeler ça la théologie d'Aristote. Moi, je crois que, avec quelques autres, je maintiens que c'était un choix extrêmement intelligent et surtout stratégique. Pourquoi? Parce que il fallait avoir un discours de vérité qui n'est pas éparpillé, multiplié. Ce discours de vérité, s'il fallait le chercher chez Aristote, il fallait qu'il y ait une théologie d'Aristote. Et le choix de Plotin est très intéressant parce que grâce à Plotin, les musulmans arrivaient à mettre en harmonie, en accord, Platon et Aristote. Le discours de vérité ne doit pas être deux, il doit être un seul. Donc,
les tenants du discours de vérité n'ont pas droit de se contredire. Aristote et Platon doivent être d'accord. C'est grâce à Plotin que les musulmans ont mis d'accord les deux philosophes. Bon, je suis obligé d'être un peu rapide. Pourquoi alors ce mouvement de la traduction? Je viens de vous donner les premiers éléments, mais il faut savoir qu'à partir du 8e siècle, immédiatement le califat, la religion islamique et le califat qui est en fait le règne politique lié à cette religion, devient un empire. Surtout avec l'arrivée des Abbassides au pouvoir. Il y a donc une constitution impériale du califat abbasside. L'empire a besoin de deux choses. La première chose est en fait les sciences. Pour avoir les sciences, ils ont besoin non seulement des sciences, mais de l'épistémologie qui sous-tend cette science. Et deuxième chose, l'Empire a besoin d'un discours de légitimité du pouvoir politique. Ces deux éléments, les deux se retrouvent chez les Grecs, et c'est l'intérêt principal de l'Empire abbasside d'encourager le mouvement de la traduction. Il y a encore des anecdotes de la rencontre du grand califat dans le rêve avec Aristote. Bon, je ne raconte pas tout cela, c'est assez amusant. Ma'moun, le calife abbasside, rencontre Aristote et lui pose des questions après avoir complètement terrifié par la figure d'Aristote. Tout ça pour légitimer le mouvement de la traduction, ce qui n'était pas évident. Alors, ce mouvement de la traduction pose une deuxième question pour nous importante. Par quels moyens il y avait cette transmission, cet accès au texte grec, au savoir grec? Il faut savoir que parmi les conquêtes, il y a immédiatement une conquête qui a une importance inégalée par rapport aux autres, c'est la conquête de l'Empire perse. Nous avons deux empires importants à l'époque, au VIe siècle, l'Empire perse et l'Empire byzantin. La conquête de l'Empire perse permet d'introduire complètement le système bureaucratique et surtout les élites iraniennes qui étaient les grands bureaucrates, les hauts fonctionnaires de l'Empire perse, et ils amènent avec eux un savoir-faire bureaucratique et toute la connaissance qui va avec. Aussi, je vous rappelle que le mouvement de la traduction avait déjà commencé à partir de l'Empire sassanide en Iran, c'est-à-dire, comme vous connaissez par cœur cette histoire, Damasius et les autres ont décidé d'aller voir cet empire idéal pour eux. Ça ne se passe pas comme ils souhaitaient, mais de toute façon, ça ouvre le mouvement de la traduction. Et si vous regardez un peu les textes même de la religion zoroastrienne, vous voyez que les textes tardifs sont complètement saturés par les références, surtout néoplatoniciennes. Par exemple, une partie du livre saint du zoroastrisme, qui est le Dinkard 4, qui est en fait la cosmologie, et en quelque sorte un schéma général sur la classification des étangs est complètement basé sur les schémas néoplatoniciens. Malheureusement, cette partie des corpus iraniens pré-islamiques n'ont pas été vraiment étudiés de ce point de vue. Je crois qu'il y a tout un travail à faire là-dessus. Deuxième empire byzantin n'a pas été l'objet de la conquête des musulmans, mais il y a un voisinage durable, une promiscuité, si vous voulez, qui crée immédiatement des rapports de rivalité. L'empire byzantin est le rival, mais aussi le modèle. Il faut imiter ce modèle, il faut être aussi impérial, aussi grandiose, aussi glorieux que cet empire. Mais il faut
rivaliser avec cet empire, non pas seulement à l'échelle militaire et politique, mais aussi à l'échelle culturelle. Et c'est là où les choses deviennent complètement intéressantes, parce que l'enjeu même de cette rivalité culturelle, c'est l'héritage grec. Vous avez des textes des grands historiens musulmans. Moi, surtout, j'ai à l'esprit un historien Al-Masudi, qui explique qu'en fait, l'Empire byzantin, il explique l'histoire universelle, la postérité de la sagesse grecque. Il explique que il y a une transmission entre le monde grec et le monde romain. Tout allait dans le sens de ce développement des sciences, de la culture et de la civilisation, jusqu'à ce que l'Empire romain devienne l'Empire byzantin, c'est-à-dire dans son langage, jusqu'au moment où cet empire intègre l'élément chrétien, lorsqu'il devient chrétien. Le christianisme de cet empire a complètement corrompu, dit Al-Masudi, l'héritage grec. Maintenant, les vrais héritiers des Grecs ne sont pas des Byzantins, mais les musulmans. Vous voyez, l'enjeu, c'est imiter des Grecs. Qui peut imiter mieux les Grecs? Qui peut être mieux héritier des Grecs? Alors, la dernière chose que je dois évoquer ici, avec ces enquêtes, l'islam va occuper un territoire qui est presque, ou au moins une grande partie de la région qu'on connaît sous le nom de croissant fertile, c'est-à-dire la région où toute la culture de l'Antiquité tardive s'est développée. Et c'est très important pour la réception de la culture grecque, non seulement par le biais des textes, mais surtout par les discussions ambiantes dans l'ensemble de cette région. Alors là, vous voyez, j'ai repris cette liste présentée par Gutas dans cet ouvrage très intéressant, je vous conseille, Pensée grecque, culture arabe, qui est en fait sur ce mouvement de la traduction. La liste que vous voyez est établie à partir des manuscrits recopiés au Xe siècle sous l'Empire byzantin. La thèse de Gutas, après beaucoup de comparaisons, est que en fait, ces manuscrits ont été recopiés parce qu'il y avait une demande importante du côté du califat. Les manuscrits commençaient à devenir très chers pour le califat, donc il y avait des sommes colossales que le califat était prêt à payer pour les copies. Du coup, il y avait, parallèlement au mouvement de la traduction, un mouvement qui est le mouvement de recopier les manuscrits. Maintenant, la différence, c'est, enfin, il explique, avec l'alphabet minuscule, ce qui n'était pas avant le cas, ça permet de distinguer les manuscrits qui ont été recopiés à cet usage. Donc, vous voyez, c'est expliqué, M, c'est les manuscrits qui ont été recopiés en minuscule, après les traductions en arabe. Ici, à la dernière colonne. Et je vous donne pour sur le plotin arabe, l'ouvrage de Badavi, l'ouvrage classique dans lequel il reprend l'ensemble des manuscrits de cette théologie, fameuse théologie d'Aristote. Mais aussi un autre ouvrage qui est fort important pour cette tradition, c'est l'ouvrage que les musulmans connaissent sous le nom du livre du bien pur. Et les médiévaux ont connu le même ouvrage, Liber de Causis. À part cet ouvrage, il y a l'ensemble des fragments qui ont été réunis par un savant allemand. Donc, si vous voulez vous renseigner sur l'état des fragments des ouvrages de Proclus venant dans le monde musulman, il faut absolument consulter cet ouvrage. Regardons maintenant comment
Plus précisément sur notre sujet, cette réception a été faite par les philosophes musulmans et surtout en ce qui concerne le sujet de l'amitié et de l'amour. Pour cela, j'ai choisi deux philosophes que je vais aborder très brièvement. Premièrement, c'est Avicenne et deuxièmement Farabi. Je commence par Avicenne. En fait, il faut savoir, dès Avicenne, nous avons la bifurcation entre la réception des Grecs chez les musulmans et la réception chez les médiévaux européens après tout ce qui est la postérité des Grecs en Europe. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que les musulmans eux-mêmes et les médiévaux ont lu Avicenne de deux manières complètement différentes. Les médiévaux ont reçu l'héritage d'Avicenne. Je vous rappelle, Avicenne, son mode de pensée, c'est de commenter le corpus aristotélicien. C'est-à-dire, il commente, mais c'est là où il développe sa propre pensée. C'est-à-dire, si vous voulez lire Avicenne, vous êtes obligé de passer par Aristote et vice-versa. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas lire Aristote musulman sans Avicenne. Alors là, il y a une lecture basée sur la métaphysique, sur la partie complètement péripatéticienne d'Avicenne, qui est la lecture d'Averroès après des médiévaux. Alors que chez les musulmans, la postérité d'Avicenne est à partir d'une autre partie de son corpus, qui est justement en rapport avec la question de l'amour et de l'amitié. La première pièce importante de ce corpus, c'est évidemment, comme on imagine, le commentaire d'Avicenne sur la théologie d'Aristote, son traité d'amour qui est toujours lié au néoplatonisme, ses récits visionnaires, sa logique des orientaux, l'ouvrage qui a été très important pour cette bifurcation mais qui est maintenant perdu. Et enfin, le livre des directives et remarques, le DIF qui a été en fait la pièce la plus importante pour la postérité métaphysique en islam, et la question de l'amour. Pourquoi j'aborde dès maintenant la question de l'amour? Parce que une ligne gnostique commence à s'introduire dans la philosophie islamique, une ligne qui a son point d'ancrage justement chez Plotin, et le néoplatonisme grec. Toujours quand je parle du néoplatonisme, je parle tout d'abord de Plotin et deuxièmement de Proclus. Et c'est là où on commence à voir une théorie de l'être en tant qu'être qui est fondamentalement imprégnée par la problématique de l'amour. Ce que j'explique, vous allez voir avec ce passage que je vous cite de Farabi, ça illustre bien ce rôle a priori étrange de la question de l'amour et de l'amitié chez nos philosophes. Alors vous voyez qu'immédiatement dans la question de la cité, nous avons l'introduction de la question de l'amour. Les parties de la cité et les rangs de ces parties sont composés. Le mot est très important parce qu'on va voir, vous avez dans votre exemplaire, le dernier texte va revenir sur le même sujet avec le même vocable, mais en transformant complètement l'angle. Donc les parties de la cité et les rangs de ces parties sont composés les uns avec les autres et liés par l'amour, on ne rate pas. Ils sont maintenant préservés par la justice et l'action de la justice. Or, l'amour est tantôt naturel, comme l'amour des parents pour leur enfant, et tantôt il provient de la volonté, c'est-à-dire lorsqu'il a son origine dans les choses volontaires. L'amour par volonté advient de trois façons: par partage de la vertu, en vue de l'utilité et de l'avantage, en vue du plaisir, finalement. La justice est la conséquence de l'amour. Dans la cité, l'amour advient d'abord en vue du partage de la vertu. Ce partage se fait par les opinions et les actions. Une petite explication est nécessaire sur ce texte. Il faut savoir que
Farabi, dans cet ensemble d'aphorismes et surtout dans ses ouvrages principaux, il nous explique en fait comment cet amour est quelque chose qui, par la rencontre du philosophe roi avec la divinité, mais attention, le philosophe roi pour le philosophe musulman, c'est le prophète même. L'amour à partir de la rencontre du philosophe roi, le prophète, avec la Dieu, s'obtient par la contemplation, parce que ce philosophe roi est l'homme parfait, l'homme divinisé à cause de sa contemplation. Cet amour va se traduire dans les termes d'une loi. Le modèle est toujours le modèle mosaïque. Par l'intermédiaire de cette traduction juridique, il s'agit de construire de façon analogue la cité à partir de l'ordre général de tout l'être, cet ordre qui est basé sur l'amour. Les étangs, ce que je suis en train de vous expliquer chez Farabi, ce sont des choses qu'on va voir, des choses qui sont discutées pendant tout le néoplatonisme, le néopythagorisme, etc. dans l'Antiquité tardive. Ce philosophe roi qui est maintenant le prophète même, il va construire une cité à partir de l'amour, comme il nous explique ici. Cette cité idéale imite en quelque sorte, comme Philippe Palat a bien expliqué ce point, cette cité idéale imite l'ordre parfait de tout l'univers. Cet ordre parfait, lui-même est basé sur l'amitié et l'amour qui est l'effusion même de l'essence divine. Alors, il faut savoir qu'il y a un moment, un tournant décisif dans l'histoire de la pensée islamique qui se produit au XIIe siècle. Au XIIe siècle, l'héritage grec efface une crise dans le monde musulman parce que maintenant il y a des critiques si habiles et si puissants qui sont capables de mettre en cause l'ensemble de l'héritage grec en disant que ce n'est pas le dispositif qui nous convient, c'est insuffisant et ce n'est pas compatible avec les coordonnées de la tradition islamique. Vous connaissez le plus célèbre, c'est Al-Ghazali, qui avec son ouvrage met en fait met fin, disons-le, met fin à la philosophie hellénisante dans le monde musulman. Mais ce tournant du XIIe siècle, XIIIe siècle, me semble le moment le plus important comparativement pour comprendre ce qui se passe en termes de divergence, différence entre deux réceptions de la pensée grecque, c'est-à-dire la réception européenne, occidentale, et la réception islamique. Ce XIIe siècle, je vous rappelle, est le siècle d'Averroès, de Sohrawardi. Averroès va lire d'une certaine manière Avicenne, ce qui va être en fait la lecture directrice pour le monde médiéval. Et un autre philosophe qui est relativement assez inconnu ici, qui est Sohrawardi, c'est lui qui va continuer l'héritage d'Avicenne, c'est-à-dire l'héritage des Grecs dans le monde musulman. Ce même XIIe siècle a connu un grand penseur, Ibn Arabi, sur lequel je vais revenir. Du côté européen, nous avons un phénomène très important pour notre comparaison qui est Joachim de Flore. Dans le monde musulman, nous avons aussi des mouvements messianiques qui vont avoir des influences massives sur la pensée
en général, qui sont les mouvements ismaéliens, notamment le mouvement d'Alamite, qui sont en quelque sorte les sabbatéistes de l'islam. Pourquoi je vous évoque tout cela? Parce que au XIIe siècle, après cette critique, nous avons un déplacement total, déplacement discursif dans la pensée islamique en général. Le discours soufi devient hégémonique, il devient le lieu même de la pensée. À partir du XIIe siècle, nous avons une perplexité dans l'étude de la pensée islamique en général, mais notamment la pensée politique. Pourquoi? Parce que le XIIe siècle est le moment où deux choses se terminent. Premièrement, la tradition qui avait commencé avec la poétique d'Aristote. La poétique d'Aristote n'a plus de postérité dans le monde musulman. On n'a plus besoin de poétique. J'ai essayé de montrer cela même dans l'ouvrage que Florence vient d'évoquer, en montrant comment les commentaires de la poétique commencent à partir de Farabi lui-même. On passe à Avicenne, il y a des changements. La poétique est un peu absorbée par la rhétorique. Cette absorption est totale avec Averroès. Si vous regardez le commentaire de la poétique d'Aristote par Averroès, la question mimétique est complètement absente. Il s'agit simplement des figures rhétoriques, c'est-à-dire une intégration de la rhétorique d'Aristote dans le commentaire de la poétique, pour des raisons qui sont liées à ce tournant du XIIe siècle. Mais avant d'évoquer ces raisons, il faut constater que la même chose se produit avec la philosophie politique. En même temps, la philosophie politique aussi, la tradition de la philosophie politique au sens grec du terme, arrive à sa fin. On n'a plus de philosophe politique comme Farabi. Qu'est-ce qui se passe alors? Pourquoi ces deux disparitions? Ces deux disparitions à cause de ce déplacement discursif, parce que la pensée poétique et la pensée politique vont être intégrées dans la pensée métaphysique et mystique. Si vous cherchez la postérité de la poétique et de la politique, il faut aller voir du côté du discours métaphysique. C'est pourquoi j'ai commencé par la littérature et j'ai fini par la métaphysique, vous voyez, parce que à la recherche des traces de la théorie poétique, je suis arrivé au moment où cette théorie poétique était inexistante, et en même temps je découvrais la naissance, la continuité de ce discours dans la métaphysique. Et ce que j'ai fait sur la poétique, maintenant j'essaie de développer dans mon deuxième ouvrage, ici devant vous-même, du côté de la politique, en montrant comment cette politique maintenant est intégrée dans le discours de l'être en tant qu'être. Si on cherche la pensée politique, tout le monde considère que c'est un déclin de la pensée politique, de la pensée en général, à partir du XIIe siècle, et on n'a plus des pensées originales, et surtout pas la postérité de la pensée grecque, alors que cette postérité est complètement ailleurs dans le discours mystique, gnostique, qui est finalement complètement intégré au discours métaphysique. D'où l'importance de ce déplacement. Mais malgré ce déplacement, il y a quelque chose qu'il faut avoir à l'esprit, c'est que non seulement le dialogue avec les Grecs n'a pas été interrompu au XIIe siècle, mais qu'au contraire, jusqu'aujourd'hui même, il est impossible d'être un philosophe dans la pensée, dans la tradition de la philosophie islamique, sans avoir un dialogue direct ou indirect, parce que maintenant, avec la modernité, ça a un peu changé. Mais en tout cas, il est impossible d'être dans la tradition de la philosophie islamique jusqu'à aujourd'hui sans avoir un dialogue constant et permanent avec l'ouvrage de Plotin que je viens de lire.
De ce point de vue, j'appelle Plotin comme un médiateur émanescent, parce que ce qu'il faut savoir, c'est à cause de cette invention de la théologie d'Aristote, les musulmans n'ont jamais connu Plotin en tant que tel. Plotin était partout. Les thèses de Plotin étaient discutées par toute l'histoire de la pensée islamique, mais Plotin lui-même n'existait pas, c'était considéré comme Aristote, c'était la théologie d'Aristote. C'est pourquoi je dis que Plotin était finalement le médiateur évanescent de cette tradition. Pour voir ce qui s'est passé dans ce tournant, je vous propose maintenant regarder un peu la transformation qui a été même dans la pensée grecque entre l'Antiquité et l'Antiquité tardive. Le premier texte que je vous propose, c'est un passage des Politiques qui montre en fait ce qui a été le motif principal de penser la politique, une impossibilité qui permettait à Aristote de penser la politique comme principalement et favorablement un régime démocratique, puisque toute communauté politique est constituée de gouvernants et de gouvernés. Il faut examiner si les gouvernants et les gouvernés doivent changer ou demeurer les mêmes avis. Certes, si certains différaient des autres autant que nous pensons que les dieux et les héros diffèrent des hommes, en possédant une grande supériorité perceptible d'abord dans leur corps et ensuite dans leur âme, de sorte que la supériorité des gouvernants soit incontestable et manifeste pour les gouvernés, il est évident qu'alors, il serait meilleur que ce soit les mêmes qui, une fois pour toutes, gouvernent et soient gouvernés. Mais puisqu'il n'est pas facile de rencontrer une telle situation, et qu'il n'en est pas ici comme chez les habitants de l'Inde, où au dire de Syllax, les rois diffèrent à ce point-là de leur sujet, il est manifeste que pour de nombreuses raisons, il est nécessaire que tous partagent de la même manière, à tour de rôle, les statuts de gouvernants et de gouvernés. Car l'égalité, c'est que la même chose revienne aux égaux, et il est difficile de se maintenir en place dans une constitution organisée contrairement à la justice. Donc vous voyez, comme Athènes n'est pas l'Inde, on est obligé d'avoir un gouvernement, enfin une alternance permanente entre gouvernants et gouvernés. Donc vous voyez, Aristote n'écartait pas complètement la possibilité d'un ailleurs où on peut avoir ce régime-là. Il se trouve que ce n'était pas tout à fait après l'Inde, c'était chez les musulmans. On a vu à partir d'Aristote lui-même. Et le deuxième texte vient justement compléter ce premier, le texte que je vous ai donné dans l'exemplier, repris de l'éthique aodène. L'amitié fondée sur l'égalité et l'amitié politique, celle-ci repose d'une part sur l'utilité, et les citoyens sont liés d'amitié comme les cités sont liées mutuellement d'amitié. Leur amitié est sur le mode d'une transaction de la main à la main, mais dans cette amitié, il y a aussi le rapport entre gouvernant et gouverné, qui n'est ni le rapport naturel, ni celui de la royauté. C'est cette royauté impossible. On est gouvernant et gouverné à tour de rôle. Et ce n'est pas non plus dans le but de faire du bien comme gouverne la divinité, mais afin d'égaliser le bien reçu et le service obligé. L'amitié politique souhaite donc être égalitaire. Alors, comme vous savez, Aristote a consacré 2 grands chapitres dans l'éthique à Nicomaque et l'éthique à Odène. Il a consacré 2 chapitres à l'amitié. Le projet, c'est exactement comme son projet métaphysique, c'est-à-dire comme Pierre Aubin, par exemple, expliquait que le projet métaphysique d'Aristote était construit, c'était pas le résultat d'une réussite, mais c'était le résultat d'un échec. C'est-à-dire que, comme Aristote n'arrivait pas à construire une théorie de l'être en tant qu'être dans sa totalité, qui comprend aussi les êtres célestes, il était obligé de construire une métaphysique sur les catégories. Là, vous avez la même chose en ce qui concerne la constitution de la cité. C'est-à-dire que dans les chapitres des 2 éthiques,
vous voyez très bien ce qu'est l'enjeu d'Aristote. L'enjeu est de construire une cité, une communauté idéale. Cette communauté idéale a son modèle dans la famille. La famille, dit l'éthique à Odem, la famille est une amitié idéale. Pourquoi? Parce que l'amitié entre les frères est une amitié désintéressée, une amitié entre les hommes qui sont complètement égaux parce qu'ils ont reçu la même culture identique qui vient des mêmes parents, des mêmes pères. Mais puisque dans la cité, il n'est plus possible d'avoir cette amitié, on est obligé de construire la cité à partir de l'amitié qui est l'amitié de besoin et d'usage et d'utilité. Donc vous voyez, Aristote n'avait pas encore ce dispositif pour penser une amitié idéale au sein même de la cité. Ce dispositif était quelque chose qui va être inventé par les néoplatoniciens justement dans ce qui est la théologie néoplatonicienne. Alors, cette théologie qui est en même temps une politique de l'amitié, si je puis dire, a des ingrédients déjà pythagoriciens, comme vous voyez dans ce passage que je vous indique. Là, on change un peu de paradigme. Vous voyez, ce que Aristote ne pouvait pas envisager, maintenant devient envisageable. Selon les pythagoriciens, en règle générale, on doit penser qu'il n'est pire malheur que l'absence d'autorité, puisque l'homme ne pourrait naturellement faire son salut si nulle administration ni pourvoyer. Voici d'ailleurs leur point de vue sur les gouvernants et les gouvernés. Ils déclarent que les gouvernants doivent non seulement avoir la science, mais aussi l'amour des hommes, et que les gouvernés doivent non seulement se montrer dociles, mais encore aimer ceux qui les gouvernent. Dans votre exemplier, Florence avait la gentillesse d'ajouter les passages grecs. À partir du vocable grec, vous voyez très clairement, c'est-à-dire qu'on passe de la philia à la philanthropia. Cette amitié qui était complètement horizontale, maintenant, grâce au néoplatonisme et ici, avec des éléments pythagoriciens, commence à devenir une amitié verticale. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire une effusion, une donation par la générosité de la divinité, c'est par la générosité providente de la divinité. Parce que Dieu maintenant est provident, il donne l'être à tous les étangs, mais aussi l'ordre parfait parmi ces étangs. Cet ordre parfait, c'est du genre de nature de philanthropia. C'est de l'amour et de l'amitié. La même chose, vous le voyez maintenant clairement avec le passage que vous voyez ici de Proclus. Ce passage de Proclus, il faut savoir que c'est comme vous voyez, c'est un commentaire d'Alcibiade. Il fait référence à Alcibiade, il me semble, 105e. Lorsque Socrate explique à Alcibiade que lui-même et Alcibiade sont dans la même position. Socrate est amoureux, Alcibiade est politique. L'homme politique, il dit, le même espoir que tu mets dans la cité, la même puissance que tu dégages pour le bien-être de la cité, la perfection de la cité, moi, en tant qu'amoureux de toi, moi, je mets le même espoir chez toi, je déploie la même puissance pour ta perfection. Ce qui se passe ici, il y a deux choses importantes qu'il faut voir. La première chose, c'est que si vous lisez le passage, vous voyez que le rapport n'est pas parallèle entre l'amoureux et le politique.
ce n'est non plus même une imitation du côté du politique, une imitation de l'amitié et de l'amour du côté du politique, mais ce rapport est maintenant dans une direction complètement inverse. C'est-à-dire que c'est l'amoureux qui imite le politique. C'est le modèle politique qui essaie d'imiter le modèle de l'amour et de l'amitié. Et deuxième chose, encore plus importante à mon sens, c'est que si on considère un peu la République de Platon, on se rappelle, la République est basée sur en fait une analogie entre la politeia, la constitution de la cité, et la constitution de l'homme, de l'âme humaine. Maintenant, cette analogie change un peu. Elle est maintenant entre la politeia et le bien-aimé. Vous voyez, ce n'est pas simplement l'âme humaine, c'est le bien-aimé qui est en rapport analogue avec la politeia. Il me reste combien de temps? Non, je n'ai pas ta faute. Donc là, tu as parlé 45. Ah oui, d'accord, donc je peux revenir. Donc tu as quand même un peu de temps, et puis je sais Très pas bien. combien de temps tu as besoin. Bon, donc... Je termine dans 10 minutes, je crois. Moi, c'est ça, absolument. Alors vous voyez, le rapport du philosophe change avec l'un et les entités intelligibles. Son rapport avec l'un devient un rapport d'amitié. Et là, il y a quelque chose qu'il faut voir, si on connaît un peu le contexte de l'Antiquité tardive, c'est que ces Grecs n'ont pas inventé ex nihilo tout cela. Dans le monde de l'Antiquité tardive, ils sont eux-mêmes en échange permanent à l'exposé de tout un ensemble de nouveautés religieuses et politiques, à tel point qu'il faut, après beaucoup d'autres chercheurs, je crois qu'il faut appeler l'Antiquité tardive un creuset dans lequel on est constamment en train d'examiner, d'essayer d'analyser une idée nouvelle qui est une religion politique. Une religion qui est aussi une théologie qu'une politique. Je ne veux pas entrer là-dedans, je vous ai donné, je crois, dans ma bibliographie, un ou deux textes intéressants, surtout le texte de Guy Stromsa, quelqu'un qui a beaucoup travaillé sur l'Antiquité tardive et vient de publier son dernier ouvrage qui résume en quelque sorte tout son travail. Et il explique très bien quelles sont les caractéristiques de ce creuset tardo-antique où les Grecs, avec les autres, avec les Juifs, les chrétiens, les Zoroastriens iraniens, les Manichéens, tous ensemble, essayent en fait, de mettre en œuvre cette idée qui est la grande invention de l'époque, qui est une religion qui est en même temps une religion civile et une politique de l'amitié. Vous voyez? Et là, lorsqu'on voit Proclus parler dans ce texte et ailleurs de l'amitié, lorsqu'on voit le rapport du philosophe roi devient avec l'un un rapport d'amitié, il ne faut pas oublier que nous avons une série de textes tardo-antiques qui sont consacrés à ça, autour de la figure d'Abraham. Abraham qui est l'ami de Dieu. Nous avons carrément un genre littéraire qui est la geste d'Abraham dans l'Antiquité tardive. Et là, la figure d'Abraham entre sa fonction prophétique et sa fonction politique est une figure essentiellement d'ami de Dieu. Je vous rappelle que même dans l'islam, Abraham s'appelle Abraham, l'ami de Dieu. Alors, qu'est-ce qui se produit concrètement concernant l'amour? L'amour va avoir deux sens. Deux sens toujours dans ce rapport maintenant vertical avec les entités intelligibles d'abord, mais en fin de compte avec la divinité. Dans un sens, déjà, vous avez chez Plotin, dans un sens, l'amour est le mode de rapport des étangs inférieurs avec
les autres étant supérieurs, toujours. C'est-à-dire, les hommes ont un rapport d'amour avec les âmes avec les intellects avec l'un. Vous savez, je vous rappelle que chez Platon, nous avons deux types de rapports, toujours. Le rapport de l'inférieur vis-à-vis de son supérieur et le rapport de l'amour. Et dans le sens inverse, ce rapport se traduit dans le terme d'une domination, hégémonie, puissance. Et ce qui est en fait à l'origine de toutes les lectures politiques de cela. Et d'autre part, comme je viens de vous expliquer, cette puissance aussi, c'est en fait quelque chose qui est l'essence même de la philanthropie de Dieu. C'est-à-dire même cet exercice de pouvoir, cette domination, cette hégémonie est une autre sorte d'amour, un amour qui est lié à l'amitié de Dieu, à la philanthropie de Dieu. Dieu aime les étangs inférieurs, du coup, par son amitié, il leur donne déjà l'existence et après l'ordre dans lequel ces étangs vont exister, continuer à exister, se maintenir dans l'être. Alors vous voyez déjà, pour revenir une dernière fois sur ce texte, vous voyez déjà dans ce texte le rapport avec le texte que je viens de vous présenter, le texte de Farabi. Et là, il y a une énigme qui commence, et c'est ça qui est intéressant, c'est que le rapport des philosophes musulmans avec l'héritage grec ne correspond pas tout à fait au corpus dont nous disposons. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire, ce rapport est tellement visible avec l'ensemble des corpus néoplatoniciens, alors que pour le néoplatonisme, nous avons principalement deux petits textes et quelques fragments. Et pour moi, personnellement, c'est à partir de ce moment que le travail comparatif devient intéressant, c'est-à-dire voir quelles sont les influences, quels sont les échanges, quels sont les dialogues avec les textes qui n'existent plus, ou peut-être qui n'ont jamais existé simplement dans l'Antiquité tardive, dans le sillage de l'Antiquité tardive. Ces dialogues faisaient partie de l'ambiance intellectuelle. Et ce travail, ce constat, c'est quelque chose qui se fait de deux côtés. Les chercheurs qui travaillent sur l'Antiquité tardive à partir de l'héritage grec, quand ils regardent un peu du côté de l'islam, ils constatent la même chose. Je pense principalement à quelqu'un qui a fait des travaux considérables sur le corpus grec, sur la pensée politique, surtout de l'Antiquité tardive, Dominique O'Meara. Lorsqu'il s'intéresse un peu à la pensée islamique, il voit la même chose. Et justement, Farabi est un exemple assez parlant là-dessus, parce que O'Meara lui-même aussi constate que ce qu'on voit chez Farabi est beaucoup plus proche des néoplatoniciens, de ce qu'on voit à partir de Proclus et après jusqu'à Jamblique, alors que nous n'avons pas de texte là-dessus. Nous avons peut-être les textes ont à un moment existé, mais de toute façon, ils n'ont jamais été inventoriés. Nous n'avons pas sur la liste des traductions ce genre de textes des philosophes néoplatoniciens, néopythagoriciens. Les exemples sont multiples, je vous ai épargné, mais sinon on peut montrer même à partir des néopythagoriciens les convergences assez significatives avec les philosophes de l'islam. Maintenant, pour terminer, je reviens un peu sur ce tournant du XIIe siècle pour vous montrer à partir de quoi on peut parler d'une convergence malgré l'absence des textes. Une figure capitale pour le XIIe siècle de l'islam et pour l'avenir de la pensée islamique, c'est ce mystique spéculatif Ibn Arabi. Après Ibn Arabi, il n'est plus possible d'être dans l'élément de la pensée islamique sans penser à lui. Il a changé quelque chose complètement.
Lui-même, il était anti-philosophe, mais la philosophie islamique, après lui, est complètement imprégnée par son influence. La même chose que je viens de vous expliquer, pardon, parfois, je vous dis qu'il y a deux appareils différents. Alors, qu'est-ce qu'on voit ici? La même chose que le même développement conceptuel que je vous ai expliqué à partir de la philanthropie et l'amour chez les néoplatoniciens, les penseurs tardo-antiques, on voit ici de façon complètement cachée, sans avoir de traces du néoplatonisme ou n'importe quel courant grec, mais qui correspond assez bien à ça, et c'est le noyau de la pensée métaphysique de l'islam, poétique et politique aussi. L'amitié divine se traduit en arabe dans le contexte de la tradition islamique par le terme que je vous ai donné déjà dans le titre, la walaya. Là, il se produit quelque chose avant même l'Ibn Arabi, mais c'est lui qui formule de façon assez intelligente. C'est que, si vous connaissez un peu l'arabe, c'est une langue avec une plasticité presque exceptionnelle. À partir des racines, vous pouvez inventer des mots, des substantifs et des verbes dans les sens complètement différents, et ça donne une richesse sémantique au vocabulaire de la langue arabe qui était véhicule de la pensée islamique. Alors ce mot walaya est de la racine walaya. On l'écrit comme ça, les racines de mots en arabe. Il se trouve que la racine a donné deux substantifs différents. Le premier, walaya, que vous connaissez maintenant un peu, amour, amitié. Mais un deuxième qui avait une vie parallèle, qui est wilaya, et qui signifie gouvernement ou tutelle. La pensée islamique superpose les deux. Walaya et wilaya devient le même terme. Première chose. Vous voyez déjà, amour, amitié et gouvernement, tutelle s'identifient. Deuxième chose, toujours grâce à cette plasticité de la langue arabe, c'est lorsqu'à partir de sa même racine, on fabrique un adjectif valide. Qu'est-ce qui se passe? C'est encore plus ambivalent et énigmatique. Avec cet adjectif, nous avons d'une part la superposition des deux substantifs, mais d'autre part, quelque chose d'assez singulier. Dans cet adjectif, le sujet et l'objet de l'amour ou du gouvernement s'identifient. C'est-à-dire celui qui est valide peut être amant et le bien-aimé, les deux. Le gouvernant et le gouverné. Donc vous voyez, nous avons finalement 4 foyers sémantiques qui se rassemblent, s'unissent dans le mot valide. Or, ce mot valide, dans la tradition islamique, signifie l'ami de Dieu. L'ami de Dieu qui a la mission donc de gouverner, prolonger le gouvernement divin, mais qui lui aussi, il a cette mission parce que lui-même, il est le gouverné par excellence. Vous voyez la dialectique, comme il est le gouverné par excellence, il est valide, et du coup, il est le gouvernant par excellence aussi. Mais aussi, ajoutons autre chose, c'est que nous avons la même ambivalence du côté de l'amour, de l'amitié. Il est l'objet de l'amour divin. Il donne par cette philanthropie, traduisons en termes grecs, l'amour et l'amitié vis-à-vis
des fidèles, des sujets, c'est-à-dire des hommes qui n'ont pas le même statut que lui, mais aussi vice-versa. Il est aimé par ces sujets-là. Il est l'objet de leur amour. Donc nous avons à peu près dans tous les sens ce mot, et justement ces deux ambivalences dont tout l'intérêt confessionnel, mais aussi politique de ce mot. Alors, qu'est-ce qui se passe avec ce mot selon Ibn Arabi, qui est un auteur assez ingénieux, qui profite de toutes ces petites ambivalences pour développer des théories assez intéressantes. Il dit en fait avec la Valoya, comme je viens de dire, c'est le vali est le sujet et l'objet de l'amour, c'est-à-dire Dieu même est déjà dans cette situation-là. Il dit que pour la première fois, les hommes peuvent partager avec Dieu le même attribut. Je répète, le même vali qui signifie l'amant et le bien-aimé peut être appliqué à Dieu, aussi aux hommes, et dans le sens inverse. Cela veut dire que cet homme divinisé a un statut analogue à celui de Dieu sur la terre. Il a le même gouvernement. Il a le même gouvernement et il a la mission de, comme les Grecs, reproduire à l'échelle de la cité la même harmonie, le même ordre qui est basé sur l'amitié et l'amour. Alors je vous ai donné cette citation suivante pour vous montrer comment après l'amitié divine va devenir le noyau même de la prophétie. C'est très important surtout pour la pensée islamique qui a un moment après le 12e, 13e siècle se réfugie plutôt dans le monde iranien et chiite. Cette théorie de la Valoya va être au corps même du chiisme, c'est-à-dire l'imam chiite et le vali, cet homme divinisé qui est le sujet et l'objet de l'amour même, et qui a la mission de constituer la communauté idéale, la communauté existentielle d'abord, mais aussi politique. Donc je ne vais pas rester beaucoup là-dessus, simplement sachez que cette idée qui était toujours au corps du chiisme, après harmonie, va avoir un théoricien et reste au sein même du chiisme. La figure qu'on aura après, aura cette forme-là. Vous voyez, amitié divine est même au corps même de la prophétie. Même si nous avons des êtres envoyés, c'est-à-dire les êtres envoyés sont les 4 prophètes qui ont des livres. Vous voyez, Moïse, 5. Moïse, Jésus, avant lui, Abraham, et même Noé, et finalement Mahomet. Amitié divine est le corps même de toutes ces missions. Les autres s'ajoutent, mais n'annulent pas, ne remplacent pas, ne supplantent pas l'amitié divine, pour vous montrer l'importance de ça. Amitié divine qui est aussi le gouvernement de Dieu. Et finalement, pour terminer rapidement, je vous invite à regarder la 3e citation, Nasir Toussi, dans Éthique à Nasser, Akhlaq al-Nasseri. Pourquoi j'ai choisi Nasir Toussi? Parce que avec ce passage, vous allez voir toutes les corrélations et transformations à partir de Farabi, néoplatonicien, jusqu'à ce philosophe du XIIIe siècle, mais aussi et surtout parce que, après le déplacement que je viens d'évoquer, le tournant de la pensée islamique, Nasir Toussi est celui qui va renouveler le rapport avec les Grecs. Il va relire
la métaphysique d'Avicenne et toute la métaphysique péripatéticienne, mais cette fois-ci, lui-même, il est l'adepte de la valoria, de l'amitié divine. Il a introduit dans tout cela cette amitié divine. Il en fait la base même de son éthique, de sa théorie politique, mais aussi de sa métaphysique. Il y a un changement sur lequel j'attire votre attention, c'est le rapport de l'amour et la justice. On l'a vu chez Aristote, cet amour-amitié, surtout amitié et la justice. Chez Aristote, c'est très clair, amitié et la justice. À travers toute cette transformation dans la pensée islamique, maintenant, l'amour, l'amitié, la valoya n'est pas la justice. Et quelque chose qui est supérieur à la justice, incommensurable par rapport à la justice, et donc une justice qui est, si vous voulez, une justice absolue, non pas une justice qui est basée sur les besoins, les échanges et les transactions des citoyens. Et vous voyez le même vocable chez lui, ce qu'on avait chez Farabi, la composition affective. Ici aussi, c'est présent avec tous les changements. Alors, la conclusion. J'ai essayé de vous montrer comment l'idée de la République, de la politeia chez Le Temps, est arrivée jusqu'aux musulmans et a subi une série de transformations dans le développement interne qui était celui de la pensée islamique. Et c'est ainsi qu'en fait, Khomeini entendait refonder la République. La théorie politique de Khomeini était justement la valoya des ayatollahs chiites, l'amitié divine qui fondait la constitution de la cité, qui était au fond de la constitution de la cité, qui constituait même la cité. Et c'est dans ce sens que Khomeini voyait dans sa théorie de la valoya un écho à la République de Platon, et même l'accomplissement saint et divin du projet platonicien. Donc ce que j'ai essayé de vous montrer assez schématiquement et rapidement, c'est que finalement l'islam politique est en quelque sorte grec, comme vous voyez. Et je maintiens cette thèse qu'en partie l'islam politique, et je ne suis pas le seul, je pense notamment à Polynie Athanasiadi qui avec des termes assez succulents parfois, qui maintient la même thèse. Il considère que un modèle grec déjà existant, le modèle de califat, c'est l'empereur Julien. Et il considère l'empereur Julien comme un calife avant la lettre. Et je crois qu'il a raison, parce que si on regarde un peu ce qui se passe dans les textes même de l'empereur Julien, nous avons des éléments convergents dans le sens que je viens de vous expliquer, qui nous montrent que finalement il y a une certaine continuité, ou en tout cas une convergence avec l'idée politique qui est au corps même de l'islam. Et dans ce sens, on peut dire que l'islam, la tradition islamique a essayé d'une certaine manière d'introduire l'ensemble des éléments tardo-antiques, et dans ces éléments il y a surtout le facteur grec et la transformation même de la tradition grecque au sein même de l'Antiquité tardive. C'est pourquoi je crois que pour comprendre un peu le problème politique de l'islam, où on est incontournablement, on doit passer par les Grecs et voir comment cette transformation chez les Grecs déjà a trouvé une certaine continuité dans la pensée islamique. Voilà, j'espère que j'étais assez clair. Oui, le temps est parfait. Moi, j'ai trouvé clair, enfin, pas ce que j'ai compris, mais voilà, et assez amusant finalement. Bon, on va laisser. Oh oui, ça me Carole, tu veux.
Oui, bah, je vais essentiellement essayer peut-être de remettre un tout petit peu certains points que tu as développés en avant pour que ça puisse relancer un petit peu la discussion. Donc merci d'abord pour cet exposé. Alors, j'avais demandé à Anouche de me dire un petit peu il y a quelque temps ce dont tu allais parler. Et, très généreusement, tu m'as envoyé ton livre, le premier livre que tu as fait, plutôt sur les enjeux de la poétique et des questions de la fiction. Et d'abord, je voulais te remercier de ça, c'est très généreux de ta part et ça m'a vraiment beaucoup intéressée. Et j'ai en fait, ça m'a permis d'une certaine façon, moi, de mieux comprendre ce que tu essaies de démontrer du point de vue de la métaphysique, parce que moi, j'y connais rien du tout en philo et tout ça. Donc, je vais essayer de faire communiquer peut-être un tout petit peu le livre que tu m'as fait lire avec ce que tu as présenté aujourd'hui, dans la mesure où j'y arrive. Pardon si je dis des bêtises. Alors, ce que j'avais trouvé vraiment intéressant dans ton livre, qui est aussi un écho, comme tu l'as montré encore aujourd'hui, à tout un renouvellement des penseurs, des historiens des rapports entre pensée grecque et pensée arabe. C'est un peu d'apporter des réponses, même très politiques en fait, à tout un mouvement un peu réactionnaire qui est apparu autour des années 2000, notamment dans les lendemains de 2001, qui montrait que en fait, tout ce qu'on avait dit auparavant sur le monde arabe comme chaînon manquant dans une transmission universelle de la pensée depuis les Grecs jusqu'en Europe, c'était des bêtises, qu'en fait, toute une série d'historiens ont essayé de montrer qu'en fait les Arabes avaient rien compris, que c'était un truc complètement à part, et qu'en fait il existait un héritage direct entre la Grèce et l'Occident, notamment médiéval, et face à ça, des penseurs et des historiens, notamment de la philo arabe, ont essayé au contraire de montrer que certes les choses étaient complexes, mais qu'en fait il y avait vraiment un rôle fondamental et qu'en gros sans les Arabes on ne comprendrait rien, ni à Platon ni à Aristote, et surtout qu'on aurait perdu la plupart des textes en fait, hein. Donc ça c'est notamment l'enjeu du livre que tu as cité tout à l'heure, enfin, peut-être, pardon si je me trompe, hein, je vais très vite et très caricaturalement, le livre de Dimitri Boutas qui s'appelle Pensée grecque, culture arabe, qui insiste notamment, comme tu l'as rappelé tout à l'heure, sur le fait que non seulement les Arabes traduisent énormément les textes grecs, mais en plus recopient les textes grecs. Et que donc on a des Proclus et des Plotins arabes, mais on a aussi toute une série de textes qui n'existent plus par d'autres versions, par d'autres transmissions que ça. Donc ça c'est un point qui est déjà pour nous très important, qui nous est très important de rappeler. Et donc dans une réflexion un petit peu sur ça, sur finalement qu'est-ce qu'apporte le comparatisme dans ce genre de questionnement, tu montres bien dans ton premier livre, dès les premières pages en fait, que finalement le comparatisme peut servir à essayer de chercher des choses identiques entre les cultures, ou au contraire montrer que les cultures peuvent chercher à montrer que les cultures sont irréductiblement incomparables. Et en fait, toi, ce qui te semble être quelque chose de plus intéressant, en fait, c'est de prendre des catégories et de les faire jouer à l'intérieur d'une même culture, et par répercussion, de pouvoir interroger une deuxième culture qui aurait elle-même, en son propre sein, fait bouger ces catégories. Et là, je trouve que c'est un peu ce que tu as fait aujourd'hui, c'est-à-dire que tu as commencé par montrer en quelque sorte que, certes, il y avait une influence d'une culture sur une autre, ce qu'on peut appeler une sorte de réflexion comparatiste très traditionnelle en termes de réception. Donc tu as rappelé comment les Arabes avaient eu accès à des textes grecs et avaient travaillé sur ça, et avaient été très influencés par ça, notamment Al-Farabi sur le modèle de la cité idéale est influencé par Platon, etc., comme tu l'as montré. Mais que, en fait, si on se contente de ça, ben on se rend compte qu'effectivement au XIIe siècle, cette transmission se serait arrêtée, ou bien il y aurait un renoncement à cette influence-là. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on fait de cette rupture-là? Est-ce que les musulmans se sont renfermés dans leur obscurantisme en quelque sorte et auraient renoncé au miracle grec qu'ils auraient connu pourtant auparavant? Et là, il y a quelque chose d'un peu étonnant et qu'on peut très vite caricaturer en fait, hein, dans une espèce de Moyen-Âge, disons, qui arriverait à partir du XIIe siècle. Or, ce que finalement tu as montré, c'est que d'une part, en fait, cette difficulté, enfin, cette évolution, le fait qu'il y ait des catégories qui bougent comme ça, en fait, on l'observe déjà en Grèce. Dans la mesure où
ce que tu as montré, par exemple, à partir de ton exemple que moi je connais très mal, donc que je vais sans doute un peu déformer, en gros, l'analogie entre amour et lien politique, elle est très horizontale chez Aristote, et c'est une sorte de pis-aller, en fait. Il n'y a pas par nature des gouvernants des hommes qui seraient naturellement voués à être des gouvernants, et du coup, faut faire en sorte que ça marche quand même, qu'il y ait quelque chose qui soit gouverné et des gens qui gouvernent, donc on va le faire à tour de rôle. Et donc là, on va créer du lien d'amitié qui soit une façon de rendre tout ça harmonieux. Et que c'est dans l'Antiquité tardive, notamment grâce aux gnostiques, sous l'effet des gnostiques, je ne sais pas si c'est grâce ou à cause de, je ne sais pas comment qualifier ça, mais en tout cas, on passe à une conception qui devient plus verticale. C'est-à-dire ce que tu as montré, côté générosité divine et puis émanation comme ça aussi d'un lien réciproque qui se fait pas simplement comme un pis-aller, mais comme quelque chose de volontaire, de bénéfique et tout ce que tu as montré dans ce sens-là. Et du coup, ce qui est assez amusant, c'est que c'est par ce constat d'une catégorie qui bouge, d'un mouvement qui bouge à l'intérieur même du monde grec. Finalement, ce qu'on pourrait dire, c'est c'est super, ça veut dire qu'en fait, c'est le chaînon manquant, c'est-à-dire que l'Antiquité tardive a donc été traduite à un moment donné par les Arabes, et du coup, les Arabes ont réussi à repenser d'une certaine façon l'héritage d'Aristote, et donc c'est pour ça que ça bouge à ce point-là. Et en fait, tu dis, non, ça marche pas parce qu'en fait, on n'a pas les textes. Il n'y a pas le chaînon textuel qui montrerait ça. Et du coup, ce que tu essayes de penser, c'est est-ce que du coup, il n'y a pas à l'intérieur même de la façon arabe, ou musulmane plutôt, pas uniquement, à l'intérieur de la tradition musulmane, un renouveau de la façon de penser, en gros un passage d'une pensée horizontale à une pensée plus verticale, qui expliquerait, comme elle l'a expliqué chez les Grecs, ce changement de paradigme. Donc ça, je trouve ça intéressant, en fait, de ne pas chercher une influence directe textuelle matérielle, mais de chercher des mouvements de pensée, des espèces de changements épistémologiques, du coup, qui seraient comparables dans un cas comme dans l'autre. Et qui se trouvent être d'autant plus comparables qu'ils utilisent une métaphore commune, en fait, qui est la métaphore de l'amour pour parler de la politique. Bon. Donc du coup, ce qui est assez intéressant, c'est que tu arrives à penser, et là j'en reviens aussi à des choses que tu posais dans ton premier livre, que finalement, ce qui est intéressant en termes de... Et ça, moi, je suis comparatiste avant d'être autre chose, maintenant en tout cas. Ce que je trouvais vraiment intéressant, c'est de voir que finalement, ce que tu vas observer, c'est des héritages différentiels de la pensée grecque, à l'intérieur de la tradition grecque et à l'intérieur de la tradition musulmane qui utilise cette tradition grecque. Donc c'est assez intéressant, c'est-à-dire que d'une certaine façon, ça t'amène à penser que, comme on a des héritages différentiels, plus rien n'interdit de penser qu'en effet l'islam politique puisse être grec. C'est-à-dire qu'en gros, le vrai truc vraiment intéressant, je trouve que c'est pas juste les musulmans, ils ont connu les Grecs parce qu'il y a eu toute une série de transmissions textuelles et donc ils sont redevables des Grecs, mais ils sont aussi redevables des Byzantins, et donc c'est bien vrai que finalement on peut se passer complètement des Arabes dans la transmission entre les Grecs et nous, qu'ils sont une espèce de bénéficiaires indirects, quoi. Alors qu'en fait, s'ils ont tous eu un héritage, mais qu'ils l'ont chacun intégré dans leur propre procédure mentale et fait chacun leur révolution mentale ou épistémologique, on comprend qu'en effet, du coup, l'islam politique, non seulement il est grec, mais qu'en plus, il nous permet de comprendre des choses des traditions grecques et de la façon dont ça s'est modifié aussi dans le moment gnostique. Donc, je trouve que penser que l'ayatollah Khomeini finit par nous faire comprendre ce qui s'est passé au moment de Plotin, c'est vraiment la décoiffante. Moi, en tout cas, ça m'a vraiment hyper intéressé ce que tu as dit. Je ne sais pas si c'est très clair pour tout le monde, j'essaie de le montrer un peu, de la même façon que certaines choses que tu dis sur alors, vraiment, ce qui est vraiment intéressant, c'est que ce moment du XIIe siècle, notamment le moment soufi, il est hyper intéressant parce que notamment les Sirwan as-Safa, les frères de la pureté, essayent de penser justement un lien politique qui soit de l'ordre de la famille, de quelque chose qui soit finalement quelque chose de naturel. Du coup, j'imagine que c'est ça qui t'a amené aussi à penser cette déformation d'Aristote sur la filia familiale. J'ai trouvé ça intéressant. Et du coup, du point de vue de la fiction, notamment de ta première réflexion sur la fiction, on voit aussi que là, il y a des moments comme ça hyper stimulants sur la façon dont, finalement, la façon dont les mystiques musulmans
pose les questions de la fiction dans une culture qui est censée être anti-mimésis, anti-représentation, etc., ça permet de recomprendre complètement différemment le rapport des Grecs et du coup des Romains qui sont influencés par eux à la fiction, à la notion de vérité, etc. Donc voilà, je ne sais pas très bien quoi te dire comme objection ou comme chose comme ça, mais voilà, je trouve que c'est vraiment quelque chose qui est alors un peu difficile d'accès, je pense, pour chacun d'entre nous, mais on voit vraiment très bien l'intérêt que ça avait de te faire intervenir dans ce séminaire et je te remercie. Merci beaucoup, merci. Très bien, je suis d'accord avec tout ce que tu as dit. J'ai juste une question, mais qui est vraiment de la pure curiosité, parce que je pense que ça peut intéresser. Il faut mettre un petit peu d'intervalle entre question et réponse à cause de la manipulation. D'accord, pardon. J'ai juste du coup peut-être une petite question, mais vraiment qui est anecdotique, parce que je trouve que c'est quelque chose qui m'a beaucoup intéressée dans la façon dont tu développais un tout petit peu tout à l'heure et qui fait écho à des choses que tu as mises en notamment dans ton livre. Moi, je voudrais bien que tu reviennes sur cette histoire du récit du rêve d'Al-Ma'moun qui rêve d'Aristote, etc. Parce que je pense que ça peut peut-être éclairer un petit peu des choses sur ses premiers moments, ses premiers rapports. Mais si tu penses que c'est pas pertinent... merci beaucoup, Carole. Moi, je commence par répondre à la question. Le rêve d'Al-Ma'moun, ce n'est pas le contenu qui compte, c'est le fait que le calife le plus puissant, qui était en fait le mécène de tout ce mouvement de la traduction, a rêvé ça, c'était une façon de légitimer le mouvement de la traduction. Mais comme ils ont rêvé d'Alexandre aussi, par exemple, voilà, point de vue politique, absolument. Il rêve d'Aristote, et il décrit d'abord l'image d'Aristote, un vieux, chauve, etc. Et après, il était très intimidé et il commence à poser une question à Aristote. Aristote lui répond, il dit qu'est-ce qu'il y a après le bien. J'ai oublié les détails, mais à un moment, de façon complètement autoritaire, Aristote l'interrompt et dit bon, après il n'y a rien, ça suffit. Plus important que le contenu, c'est le fait même de faire circuler ce rêve en tant que le rêve du calife des musulmans quand même. C'est ça qui est important. Et pour revenir un peu sur plusieurs points très intéressants que tu as évoqués, bon, le point le plus trivial, c'est que, comme tu disais, c'est pas la pensée arabe, parce que parmi tous ces penseurs que je viens d'évoquer, il y a un seul arabe. Je ne suis pas arabe. Deuxième chose, oui, bien sûr. Dans le premier ouvrage, par exemple, l'enjeu pour moi, c'était de montrer que comment le pari des musulmans, des penseurs de l'islam, était d'atteindre quelque chose complètement aporétique, qui était une poétique, non pas d'Aristote, mais une poétique platonicienne. Avoir une poétique qui vient directement de la pensée de Platon. Et j'essaie de montrer un peu à peu près la même chose en ce qui concerne la politique. Et là encore, tu as raison, parce que bon, ce que je viens de dire pour terminer mon exposé, ça peut paraître un peu provocateur, mais c'est vraiment ma thèse, c'est-à-dire que j'essaie de montrer qu'à l'intérieur même de ce problème politique que l'islam pose à la modernité, il met la modernité face à quelque chose qui est son refoulé. C'est le moment de l'Antiquité tardive, qui est complètement refoulé de la pensée occidentale, je dis, en règle générale. Et cette façon de comparer les choses, c'est pas uniquement montrer que là encore, tu l'as très bien expliqué, c'est pas simplement pour dire que bon, les musulmans aussi ont pensé avec les Grecs. Je crois que cette façon de confronter les deux traditions jette une nouvelle lumière, même sur la tradition grecque. Pour te donner un exemple concret, il y a un mois, j'ai assisté au séminaire de Jean-Marc Narbonne, pour qui j'ai beaucoup d'admiration, sur la question de l'unité de la cité chez les philosophes grecs, c'est-à-dire Aristote, Platon, Aristote, Proclus et un peu Plotin. Pendant tout ce séminaire, quelqu'un d'aussi, avec une maîtrise aussi importante que celle de Jean-Marc Narbonne, a abordé tous les côtés de la question
il a lu des textes à l'intérieur desquels il y avait la question de l'amitié, mais il n'a jamais abordé la question de l'amitié. De l'amitié, l'amitié politique même pour les Grecs. Dans les textes de Proclus, on voyait dans le texte, alors que ça ne l'intéressait pas du tout, il passait. Et donc je dis, cette approche comparatiste, pour jeter une lumière sur des choses qui sont déjà à l'intérieur même du monde grec, de l'héritage grec, complètement ignorées par les recherches modernes, les occidentaux, parce qu'ils n'ont pas d'actualité, ou alors simplement il faut montrer une autre postérité, une autre continuation, pour mettre en relief ce qui peut être une potentialité. C'est ça en fait finalement. C'est de montrer chaque tradition, comment activer une certaine potentialité dans la pensée grecque et finalement dans les autres pensées aussi. Quand je parle de l'Antiquité tardive, je pense aussi à tout ce qui est la contribution du judaïsme, du christianisme. Et j'essaie de comprendre l'islam dans ce contexte-là. Voilà. Merci. Merci beaucoup pour ces réflexions stimulantes et neuves. Moi, j'ai plusieurs petites questions. D'abord, moi, j'en étais resté il y a bien longtemps, quand j'étais allé voir Marc Geoffroy. Je me souviens, il y a très longtemps, j'étais à peine en thèse, au fait que quand même Platon était beaucoup moins connu chez les premiers penseurs hellénisants que Aristote. Et que, par exemple, je sais pas, moi j'ai jamais entendu parler, à l'heure qu'il est, mais je me trompe peut-être, de la traduction de la République de Platon. Par exemple, on m'a dit qu'il y avait des compendiums, des résumés qui sont toujours pas édités ni traduits. Du reste, Marc Geoffroy m'avait proposé de travailler là-dessus à l'époque. Donc, je vais faire ça. Et voilà, donc du coup, bon, il y a ça. Voilà, ça c'est une première question. Après, moi je voudrais quand même dire, là, pour la transmission néoplatonicienne, en tout cas entre Damascius, là, tous les philosophes exilés en Perse, et Al-Farabi, il y a quand même Philippe Vallat qui a bien montré que des tas de penseurs, Iseux Traotado, Michel Tardieu, et Philippe Vallat ont convergé pour dire qu'il y avait eu une transmission à Harran, vraisemblablement, qui est là. Bon. Et surtout que, de toute façon, même si on n'a pas les textes, il faut bien savoir, par exemple, que Platon lui-même, enfin, ça les platoniciens ils ne veulent pas l'entendre, mais ces dialogues, c'était des coups de pub, et on a quand même dans la lettre 7 de Platon, il nous dit mon véritable enseignement, il n'est qu'oral. Et jamais vous comprendrez mon véritable enseignement, c'est-à-dire, je pense, quelque chose de très mystique, gnostique, tout ce qu'on veut, ailleurs qu'à l'oral. Donc, je pense qu'il y a aussi, dans ces transmissions néoplatoniciennes, des maîtres et des disciples qui n'écrivent pas. Il y a Pythagore, tous ces gens, ils n'ont rien écrit des fois. Et ça se fait aussi vraiment par un enseignement oral. Voilà, donc il y a ça aussi, quoi. Et puis ma troisième question, c'est quand même un peu aussi là-dessus. C'est vrai que moi j'étais très surpris. Par exemple, des fois, on trouve chez les auteurs arabes Al-Kindi, je sais pas, des choses, moi j'avais vu ça, des anecdotes, des choses qu'on ne voit pas comment, la pensée stoïcienne, la pensée épicurienne, des anecdotes sur Aristide de Cyrène, c'est n'importe quoi. On ne voit pas par quel texte ça leur est parvenu, c'est-à-dire nous on la part plus tard par exemple ces choses-là, mais ils n'ont pas traduit plus tard. Mais voilà, là il y a vraiment aussi, je sais pas, il nous manque vraiment là des tas de maillons pour expliquer comment tout un tas de choses grecques se retrouvent chez les Arabes, alors que nous on les a par exemple par des auteurs qui sont absolument pas traduits. Ça c'est une autre question qui rejoint. Voilà, c'est plutôt des suggestions. D'abord Platon, et puis éventuellement je voudrais dire quand même, et j'arrête, une fois il y avait deux ans je crois, j'avais présenté l'influence de Galien dans la pensée islamique.
Oui. C'est-à-dire, c'est incroyable. Il est utilisé à toutes les sauces, partout, etc. Et effectivement, parce que Galien, il est massivement traduit. Et finalement, ça devient la première autorité grecque, le premier immense corpus à être accessible. Du coup, il va être utilisé partout, pour tout le monde. Pour la théologie, pour la médecine, pour tout. Voilà. Et en fait, Galien, alors là aussi, qui est un immense inconnu pour la culture occidentale aujourd'hui, c'est-à-dire, finalement, qui est-ce qui a lu tout Galien? Personne. C'est toujours pas traduit, c'est toujours pas connu, c'est toujours pas exploité, même par les plus grands philosophes spécialistes du grec aujourd'hui. Je veux dire, il y a des trucs énormes dans Galien. Voilà. Donc Galien aussi peut être. Non, mais Galien a pu aussi être, par exemple, parce que pour moi, Galien, c'est le premier néoplatonicien. Bon, ça, encore un problème, mais il fait la synthèse entre Platon, Hippocrate, Aristote, Platon. Il est déjà néoplatonicien, seulement comme pour les historiens de la philosophie antique, ça commence avec Proclus, et avant, c'était les médioplatoniciens qui font la même chose. Voilà. Donc, c'est ça que je veux dire. Galien, ça peut être aussi quelque chose. Mais merci, Antoine. Pour revenir à la première question, tu as tout à fait raison. Platon, justement, n'est pas traduit. La République n'a jamais été traduite intégralement, simplement des passages de la République et des lois. Mais c'est tout l'intérêt, c'est-à-dire, on revient à ce que je disais tout à l'heure dans mon échange avec Carole. Les textes de Platon, pourquoi ils ne sont pas présents? Parce que ils sont tellement familiers pour les musulmans qu'ils n'ont pas besoin de les traduire. C'est l'esprit, c'est complètement l'esprit du platonisme qui règne. C'est-à-dire ils lisent Aristote avec un esprit complètement platonicien. Et pourquoi, en revanche, ils ont besoin de l'ensemble, à peu près l'ensemble du corpus d'Aristote? Parce qu'Aristote il leur fournit un dispositif théorique pour régler un ensemble de problèmes. C'est ça, Aristote est, si je puis dire, un technicien du discours. Tu vois, il a élaboré un discours qui est intéressant. Et c'est pourquoi, par exemple, nous avons jusqu'au Xe siècle d'autres traductions, au moins deux traductions de la poétique. Après, nous avons encore une autre traduction de la poétique, de la rhétorique, de l'ensemble dans la classification de l'œuvre d'Aristote, à peu près l'ensemble de l'âme. C'est toute la différence de la réception entre les deux philosophes. L'un dont l'appareil discursif théorique, l'autre suggère complètement l'esprit dans lequel on va lire l'héritage grec. Et là encore, j'insiste, je crois qu'on ne sera pas trop insisté sur le rôle de Plotin. Plotin, sans Plotin, la philosophie islamique n'aurait pas existé. Point. Et évidemment, tu vois, quand notre lecture est biaisée par Plotin, évidemment, Platon est déjà là. Et oui, d'accord, pour les références, les références inexistantes pour les anecdotes et l'ensemble des thèses qui sont... Là, je crois que nous sommes obligés de revenir sur quelque chose qui n'est pas encore complètement exploité. C'est, comme je viens de dire, c'est le développement du territoire de l'islam jusqu'aux frontières du croissant fertile, tu vois. Là, par exemple, quelque chose qui est très important, c'est les penseurs et traducteurs de la langue syriaque, qui, en contact avec les musulmans, ont transmis beaucoup de choses. Ils ont transmis beaucoup de textes, mais encore davantage, beaucoup de savoirs qui, de façon orale, circulaient entre eux dans différentes régions de l'islam. Nous avons la même chose ailleurs. Quand je parlais de l'influence déjà présente des Grecs dans l'Iran pré-islamique, là, je remontais un peu avant de Farabi, dans les textes religieux même, on voit cette présence. Et c'est là où les choses deviennent intéressantes. Malheureusement, il n'y a pas des hellénisants qui s'intéressent à ça, ils ne connaissent pas les langues. Alors que je crois qu'il y a beaucoup de choses à voir là-dessus, sur l'influence des néoplatoniciens, surtout. Je ne sais pas si j'ai répondu à
tes questions. Oui. Et Galien, C'est- pardon Galien, Non, c'est un livre. le plus important. Non, Galien, je t'avoue que je connais pas bien Galien. non, mais c'est ça, je pense. C'est tellement inconnu que. Non, moi je devais connaître, mais Galien, tu sais, la présence de Galien est certes partout dans la tradition islamique, mais surtout pour la médecine. Je veux dire, Galien Non, il est est partout. Chez la Al-Razali, référence ultime de. Il est dans le Oui. chez les Mutazili, Voilà. il est partout. Les frères de la pureté. Non, mais pas pour la médecine. Parce que, en fait, par Galien, encore aujourd'hui, par exemple, on connaît la philosophie atomiste, par exemple, on connaît. Oui, tout à Voilà. fait. C'est pas du tout Oui, pour la oui. médecine. Mais majoritairement, c'est pour la médecine. Mais non, ça c'est notre historiographie Tu crois moderne. chez les musulmans aussi, c'est notre historiographie qui. Ils l'utilisent, bien sûr. Hein. Al-Razali, il utilise Galien en tant que penseur. Mais c'est parce que Galien, il est considéré comme philosophe au départ. Enfin, je veux dire, de son vivant, mais aussi chez. Après, il y a Averroès et Avicenne qui vont commencer à l'attaquer là-dessus. Quand je dis la médecine, c'est en fait, j'utilise le mot traditionnel, sinon il faut traduire en termes modernes et dire que le penseur du vivant, Galien, c'est ça. Mais c'est pas comme ça. Et sinon, j'ai une autre suggestion. C'est vrai que par rapport à ce que tu disais, Carole, et ce que tu soulignais, c'est vrai que moi, plus je travaille, en tout cas, alors, uniquement par le filtre de la médecine, sur la tradition byzantine, on voit clairement que la production de manuscrits à Byzance, à part peut-être au XIVe siècle où il y a quelque chose d'autonome ou de comment dire, est suscité, en tout cas, comment dire, là voilà, il y a cette époque mais par exemple au XIe siècle, on voit bien qu'il y a plein de textes byzantins du reste qui nous disent, qui disent bah voilà, tout s'était effondré, il n'y avait plus aucun savoir, on avait cultivé uniquement la rhétorique, la grammaire, parce que ça servait pour l'éloquence religieuse, etc. Par contre, les mathématiques, astronomie, tout ça, c'était... Et c'est en traduisant les Arabes, ou en s'intéressant aux Arabes, ou des gens qui allaient voyager au Caire, ou à Bagdad, etc., qui ont réintroduit un intérêt, en tout cas, pour ces sciences-là, à Byzance. Et on peut le vérifier, alors après, c'est pas forcément toujours les Arabes, ça peut être aussi après les Latins, qui vont avoir ce rôle-là après. C'est-à-dire, c'est clair, il y a des gens qui viennent à la fin du XIIIe, début du XIVe à Constantinople pour demander des manuscrits de Galien parce que ça les intéresse. Et du coup, là, on voit des gens qui copient Galien alors qu'avant, on ne copiait pas Galien. Enfin, en tout cas, les manuscrits qui nous restent de Galien de cette époque sont liés à ces histoires-là. Voilà, donc il y a vraiment... Enfin, en tout cas, à Byzance, on voit bien que souvent, les intérêts philosophiques, les intérêts pour les sciences sont liés à d'autres au contact avec les autres. En tout cas, et dans ces échanges, il ne faut pas oublier un élément qui est quand même important, c'est la médiation des traductions juives en hébreu. Moi j'avais une question, parce que je me demande pourquoi ils traduisent. C'est ça la question, pourquoi ils traduisent? Parce que, je veux dire, ils traduisent. Alors, moi, je ne sais pas. J'explique un peu pourquoi je pose cette question. Parce que ces gens qui traduisent, la question est. Bon, ils savent le grec. Je pense que tous ces penseurs islamistes sont déjà cultivés, donc ils savent sans doute plusieurs langues. Et la question est. Je pense que si. Alors, tous traduisent en arabe, hein, c'est ça? Même ceux qui ne sont pas arabes. Ou bien il y a les traductions perses, il y a les traductions en tout cas. Donc, en fait, est-ce que ici ils traduisent, c'est pour écrire à leur tour de la philosophie dans la langue, dans une autre langue? Parce que, en fait, traduire, ça ne va pas de soi. Hein. Alors là, je peux répondre? Mais t'as terminé? Oui. Contrairement à ce qu'on peut penser, la plupart, enfin,
quasi-totalité de ces gens, à part quelques scientifiques comme Biruni, Al-Biruni, par exemple Avicenne, Farabi et les autres, ils ne savent pas du tout les langues étrangères. Ils sont tous bilingues parce que, en l'occurrence, Farabi, Avicenne et par exemple Nassir Toussi, ils sont iraniens, donc le persan et l'arabe. Mais la langue du savoir, la lingua franca est l'arabe. Et une particularité de ces philosophes, c'est que contrairement à ce qui est un peu le modèle européen et après l'époque médiévale, ils ne sont pas du tout les polyglottes avec connaissance de plusieurs langues. Deuxième chose, la plupart de ces textes grecs, une majorité de ces textes grecs ne sont pas traduits à partir du grec. Surtout par l'intermédiaire du syriaque, par ces savants syriaques. Nous avons en fait finalement peu de traducteurs qui maîtrisent, il y en a quelques-uns qui maîtrisent le grec. Sinon, pour eux, la question de la langue ne se pose même pas. C'est le savoir qu'ils veulent s'approprier, même si c'est par l'intermédiaire d'autres langues. Les langues iraniennes aussi, parce que, comme j'ai expliqué au début de mon exposé, en fait, le premier grand groupe de savants, ce sont les savants iraniens qui se convertissent et après qui se mettent à traduire. Donc, eux, ils traduisent plutôt à partir des langues anciennes de l'Iran. Finalement, nous avons très peu de textes directement traduits. Mais en même temps, c'est les mêmes personnes. C'est-à-dire que, en tout cas pour la médecine, il y a le cercle d'Al-Kindi. Je pense qu'ils traduisent directement du grec. Pas tous. La plupart. Même pas. Mais je crois après, il y a le cercle de Hunayn. Et lui, on ne comprend pas parce qu'on a les textes grecs, on a très très peu de traductions syriaques. Pourtant, il nous dit tout le temps dans sa Risala, donc toutes les traductions qu'il a faites, il dit j'ai d'abord, moi, traduit du grec au syriaque, et puis mon neveu, mon disciple, mon fils a traduit de l'arabe au parce que justement, Hunayn fait partie des exceptions. Hunayn, il c'est le plus grand traducteur, il a traduit aussi de l'Aristote, il a traduit tout, il a traduit Homère, il a d'accord, traduit mais les par Évangiles, rapport à la quantité de traductions, Hunayn est l'un des traducteurs parmi les autres. Premièrement, deuxièmement, Hunayn, on est d'accord que lui-même c'est un traducteur, il ne fait pas partie des grands penseurs de l'islam. Enfin, c'est un médecin, il a produit des textes. D'accord. Et non, mais si, c'est important, il faut bien dire parce que. Non, mais parce que, par exemple, tu as parlé d'Alexandrie. Par exemple, pour la médecine, mais je pense que c'est pareil pour Philopon, etc. Ce qu'il y avait à Alexandrie, par exemple, c'est qu'il y avait un cursus durant toute l'Antiquité, la fin de l'Antiquité, 5e, 6e, 7e siècle, où il y avait par exemple, pour les textes de Galien, il y avait des résumés. Il y avait la même chose, je pense, pour les textes de Philopon, d'Aristote. On fait des commentaires et des résumés. Par exemple, ces résumés-là, on les a complètement perdus en grec, mais on les a en arabe. Mais bien sûr, mais on n'est pas sûr que ces textes ont été à l'origine traduits à partir du grec. Par exemple, les traités de plusieurs. Les compendiums, là, Alexandre d'Aphrodite, il y a des traités qui existent en arabe, qui n'existent plus en grec. Mais comment on peut être sûr que ces traités ont été directement traduits du grec? Tu parles de la thèse de Silvia Fazzo, là? Non, je ne parle pas de la thèse, je parle des traités d'Alexandre d'Aphrodite. Je veux dire qu'on ne peut pas être sûr. Bon, après un travail philologique, on peut évidemment établir éventuellement que ce texte a été directement traduit du grec. Mais quand on considère l'ensemble des traducteurs et ce mouvement de traduction dans sa totalité, on se rend compte qu'en fait, les traductions directement faites du grec sont minoritaires par rapport à l'ampleur de ce mouvement de traduction. Ce que je veux dire, c'est que par exemple, Hunayn, on peut dire, bien sûr, il traduit, l'arabe vient du syrien. Mais en fait, moi, ce que je pense, je veux dire, j'ai pas lu d'autres choses qui pourraient emporter la conviction, c'est que c'est dans la même école que ça se fait, cette double traduction. Du grec au syriaque, du syriaque à l'arabe. C'est dans une même école, dans un même groupe. Je sais pas comment, on ne sait pas comment c'était fait, puisqu'on a même, je crois qu'on n'a aucun exemple où on a gardé le grec, le syriaque et l'arabe. Donc les gens, on peut dire n'importe quoi, on ne sait pas comment
ça marchait, quelles techniques ils utilisaient, etc. Et enfin voilà, mais c'est le même groupe, c'est la même démarche. On ne peut pas les dissocier. Enfin, c'est-à-dire, ils font ça parce que, pour des raisons de commodité, parce qu'effectivement, la langue syriaque à cette époque est leur langue peut-être la plus familière, de culte, et que c'est la langue du savoir. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on ne peut pas dissocier. On ne peut pas dire, parce que c'est, en tout cas pour cette école-là, on ne peut pas dire, c'est pas traduit du grec, parce que c'était fait dans la même école, par les mêmes gens, au même moment. Ce qui est étonnant, c'est qu'ils passent par deux langues. Enfin, une double langue. Mais c'est le même phénomène, enfin, c'est le même moment presque. C'est ça que je veux dire. Voilà. Après, ça veut pas dire qu'effectivement, ils traduisent aussi du sanskrit, ils traduisent aussi du persan, ils traduisent aussi, voilà, même du latin. Je crois. Je ne connais pas de traducteur qui traduit. Non, en fait, non, je comprends. Il y a une autre histoire qui est un peu intéressante, qui est la retraduction à partir de l'arabe en grec. Ça, c'est un traité d'Aristote. Je voudrais faire une remarque qui n'est pas du tout une question ni quoi que ce soit, mais je ne sais plus qui a introduit, je crois que c'est toi, cette formule d'héritage différentiel. Et ça vient de la préface du livre de la voilà. Chance. Alors, la dernière fois, on avait eu aussi une formule qui était... moi, j'entasse. Ça. On a vu la formule de la possession qui était extrêmement intéressante avec Michael. Et là, je trouve que l'héritage différentiel, c'est je pense une notion qu'on va conserver. Est-ce que tu peux dire exactement, enfin, bon, je pense que tout le monde a compris, mais est-ce qu'on ne fait pas de contresens? Est-ce que tu peux définir en deux mots ce que tu entends par là? C'est en fait aussi, c'est l'idée que j'ai essayé de poursuivre dans mon programme du Collège international de philosophie. Mon programme là, c'est clairement basé sur ce que je considère comme le devenir différentiel de l'héritage grec dans le monde musulman, à partir justement d'activation d'un certain nombre de potentialités qui restent comme ça, toujours potentielles dans l'héritage grec. Les musulmans ont essayé de penser autrement, toujours en rapport avec leurs contraintes et, disons, le cadre conceptuel qui était donné par une religion particulière qui était le monothéisme islamique. Et là-dessus, sur le monothéisme islamique, je reviens sur la particularité de l'Antiquité tardive. C'est en fait aussi quelque chose qui se passe dans cette période-là, c'est-à-dire que les Grecs commencent à connaître, à s'intéresser à cette invention qui est le monothéisme. C'est pourquoi quelque chose qui était comme une impossibilité pour Aristote devient une possibilité, même quelque chose de complètement impératif pour les néoplatoniciens dans le monde de l'Antiquité tardive. Donc par le devenir différentiel, j'entends plutôt ça. Relancer, en fait, développer, déployer cet héritage dans d'autres horizons. Ah mais je crois qu'on avait à peu près tous compris. Mais... Qui n'est pas que des trucs textuels, enfin pas qu'une histoire textuelle, mais aussi une histoire qui dépend des cadres. Voilà, oui, tout à fait, oui. C'est pas complètement textuel. C'est en fait les limites des gens comme Goutas, malgré tout son travail d'historien intéressant. Lui, il se base uniquement sur les textes, et pour lui, son mouvement de traduction, la pensée islamique, c'était principalement un mouvement de transmission. Une fois la transmission terminée, il n'y a plus de pensée. Donc, si vous allez parler à Goutas à propos des penseurs du 15e, 14e, 17e siècle, pour lui, c'est pas une philosophie, c'est plutôt des discours mystiques. Mais aussi, le truc, c'est que c'est hyper politique, parce que ça veut dire aussi exclure les autres types de pensées musulmanes que celles de l'âge classique, sunnisme, etc. Aussi. C'est ça qui est vachement intéressant aussi, c'est le décentrement à l'intérieur de la pensée islamique que tu fais entre l'espèce de productivité qu'il y a à penser les choses à partir du chiisme, en fait. Enfin, je vais très vite, hein.
plutôt que de se concentrer sur les grandes figures traditionnelles. Oui, mais enfin, je crois que ce clivage entre le chiisme et le sunnisme nous induit souvent en erreur. Oui, c'est Parce que pour ces penseurs, Avicenne est chiite ou sunnite. Bien sûr. Oui, Avicenne est chiite, mais C'est comme Ibn Arabi. En n'importe fait. quoi là. Ouais. Ibn Arabi, qui est un grand penseur du sunnisme, a complètement irrigué le chiisme. On ne peut pas imaginer le chiisme sans Ibn Arabi. Donc j'essaie de montrer plutôt la circulation des idées entre les deux. Justement, si on considère qu'à partir du XIIe siècle, il ne se passe plus rien, on ne peut pas voir ça. Ce que tu me montres très bien, je suis complètement d'accord. Parce qu'avec les coordonnées qu'on pense avoir hérité de la pensée grecque, on ne peut pas aller chercher avec les mêmes coordonnées, par exemple, la postérité de la philosophie politique. Oui, après le XIIe siècle, il n'y a plus de... disons qu'après Farabi, il n'y a plus de philosophie politique, mais allons plutôt chercher les raisons pour lesquelles ce discours disparaît et se déplace, va être hébergé ailleurs. On va clore la séance en remerciant encore une fois Anouche a réussi ce miracle de nous faire comprendre des choses auxquelles on n'était pas habitué faire dans l'enseignement. Je crois que ça, on a compris quand même pas mal de choses. J'ai réussi à en parler. Et ensuite, je veux dire, c'est tellement dans l'optique du séminaire, c'est tellement, c'est vraiment une dynamique formidable. Donc, merci. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va rappeler que en 2019, la vie continue, peut-être.